Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui. On va essayer de faire un truc un peu dynamique parce qu'il est 14h15 et il y a le coup de barre, même si tout le monde a bu son café. On va essayer d'être un peu pour se réveiller tous ensemble. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Margot. Et là on dit bonjour Margot. Yes, on va y arriver. C'est encore un peu endormi, mais petit à petit on va y arriver, on va se réveiller. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des sciences cognitives au service de l'accessibilité web. Donc, pour info, je suis docteur en sciences cognitives. Je ne suis pas experte en accessibilité. Donc, les questions très techniques, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Mais tout ce qui concerne les sciences cognitives, on peut y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par définir un peu ce que c'est que les sciences cognitives. Parce que c'est un terme qu'on entend souvent, le cognitif, la cognition, le neuro-ci, le neuro-ça, neuromarketing, neuroéducation, neurologie, neuro tout ce qu'on veut. Mais en fait, en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je vous avoue que j'ai étudié ça 8 ans, je ne sais pas tout à fait ce que c'est non plus. Donc, on va faire une grosse définition. Donc, c'est un ensemble de disciplines qui gravitent autour d'un seul et même sujet. Donc, on va avoir de la linguistique qui s'occupe du coup du langage, l'anthropologie, l'étude des choses qui sont passées, les neurosciences, alors ça c'est le nouveau terme à la mode, hein, donc tout le monde est au courant de ce que c'est, l'intelligence artificielle qui vous touche peut-être un peu plus, la psychologie aussi pour un pan un peu moins freudien, hein, on ne s'emballe pas, mais aussi de la philosophie. Et en fait, dans toutes ces petites images, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a le cerveau, il y a l'homme au milieu. Et l'étude des sciences cognitives, c'est vraiment ça, c'est de trouver l'homme, de l'étudier, qu'il soit réel, pas réel, pour des machines, qu'il soit ancien, récent, vivant, non vivant. L'autre partie de cette conférence, elle va traiter du coup de l'accessibilité. Mais nous, on va aujourd'hui travailler uniquement sur l'accessibilité web. On ne va pas parler d'accessibilité physique. Donc, je vous le redis encore une fois, je ne suis pas experte accessibilité. Question technique, pas pour moi. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il y a 3 chiffres importants pour moi. Déjà, il faut savoir que environ 15% de la population mondiale vivrait avec un trouble, un déficit, un handicap. Et 80% de ces troubles sont invisibles. Donc on ne les voit pas. Ce n'est pas forcément des gens avec une jambe cassée, en fauteuil roulant. Ça peut être des personnes qui ont un trouble du langage, qui bégayent, qui ont un trouble de la lecture, ça ne se voit pas à prime abord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins 70% des sites web ne sont pas accessibles. On a un nombre de sites web qui n'est pas possible sur Terre, et 70% d'entre eux, au moins, ne sont pas accessibles. 80% des nouveaux sites web ne sont pas accessibles. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 9 des Nations Unies régit aujourd'hui l'accessibilité comme un droit fondamental pour l'être humain. Et ça, c'est une notion importante aujourd'hui. Donc l'accessibilité web, en bref, en gros, il va y avoir 5 notions. C'est-à-dire qu'une personne, sur le net, doit pouvoir faire 5 choses. Percevoir, comprendre, interagir, naviguer et contribuer. Dès qu'une de ces 5 choses n'est pas remplie, ce n'est pas accessible. Ça ne marche pas. On fait du très général. Toute l'accessibilité numérique, web, est régie par des lois et des référentiels à différents niveaux. Il y a des niveaux internationaux, à des niveaux régionaux, par exemple en Europe, mais aussi à des niveaux nationaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plutôt s'intéresser aux personnes qui ont besoin d'accessibilité. On ne pourra malheureusement pas voir toutes les pathologies aujourd'hui, ni tous les groupes de personnes, donc on va survoler un peu les différentes choses. Et l'idée, c'est que ça va toujours être dans le même esprit. Vous aurez une définition, puis ensuite, on va voir les problèmes qu'ils rencontrent sur la navigation web, lors de navigation, et ensuite, on va pouvoir réfléchir à des solutions qui peuvent les aider. Je vous en présenterai une, particulièrement, qui, à moi, me tient à cœur. Donc, encore une fois, on ne peut pas tout voir, on n'a que 45 minutes ensemble, hein, on n'a pas toute la journée. Allez, on démarre les hostilités. Qui ici est non-voyant ou malvoyant? On lève la main. J'ai une petite main un peu timide, Ouais, j'ai des petites mains un peu timides. Ok, qui porte des lunettes? Ah, on a un peu plus de monde du coup dans la salle. Du coup, je suis désolée,
mais grande nouvelle, vous êtes considéré comme malvoyant au sens strict de la définition. En fait, c'est quoi la malvoyance? Ça peut aller d'une malvoyance simple, c'est-à-dire avoir un peu besoin de ses lunettes le soir quand on est un peu fatigué ou quand on regarde un peu son téléphone comme ça, hein, on la connaît tous celle-là, mais ça peut aller jusqu'à la cécité complète. On ne voit pas de près ou de loin, on a une perte centrale ou périphérique. Ça peut être dû à un problème anatomique comme à un problème cérébral. On peut l'avoir dès la naissance, ça peut être lié à l'âge, hein, nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, hein, qu'on se le dise, mais ça peut être aussi lié à une dégénérescence qui peut être partielle ou totale. Il faut savoir que la déficience visuelle, elle concerne plus de 2,2 millions de personnes dans le monde. Donc au niveau de leurs difficultés sur le web, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir la taille des éléments qui peuvent être trop petites, la taille du texte trop petite, où on zoome. Ça nous est tous arrivé de zoomer, même sur notre téléphone. Les boutons, trop petits, pas cliquables. Ça peut être aussi... Je me suis complètement perdue dans mes notes. Yes. Des images. Trop d'images, pas assez, trop grosses, trop dynamiques. Ça bouge dans tous les sens. La navigation clavier qui n'est pas possible, une personne complètement malvoyante qui doit passer par un lecteur d'écran. Si la navigation clavier n'est pas accessible sur le site, pas de navigation avec le lecteur d'écran. Ou alors ça peut être aussi des patterns de mouvement de souris qui sont très lents. Des personnes vont du coup être en recherche visuelle, vont chercher des choses sur le site web et du coup devoir ensuite trouver leur tout petit curseur, ou alors un peu plus grand s'ils ont trouvé des petits outils d'accessibilité, et ensuite pouvoir diriger spatialement jusqu'à la zone qu'ils veulent cliquer. Et il y a une solution qu'aujourd'hui je voudrais vous présenter pour ça. En fait, ce n'est pas une solution d'accessibilité, mais je trouve que c'est très drôle. C'est une extension qui s'appelle Silktild, on va y arriver, Silktild, voilà, et en fait qui vous permet de vous mettre dans la peau des gens qui ont des besoins d'accessibilité. Donc, vous pouvez avoir lié à la dyslexie pour les problèmes de lecture, mais aussi lié aux pathologies visuelles. Et je trouve que c'est un très bon outil pour vous sensibiliser vous-même, mais aussi votre entourage à ce que ça peut être. C'est une application qui est gratuite, vous la téléchargez, vous l'installez, vous essayez de voir. Ensuite, nous allons passer à la déficience auditive et la surdité. Ah, ça fait mal, hein. Bienvenue dans les acouphènes. Qui a des troubles auditifs ici? Yes, salut, moi aussi. On peut continuer. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'être malentendant? C'est une perte d'audition. C'est une perte d'audition dans une ou les deux oreilles. En fait, tout simplement, si vous n'entendez pas à 20 décibels dans les deux oreilles, vous avez une perte auditive. Qui a remarqué que depuis qu'on a des masques, on comprend vachement moins bien ce que les gens y disent? J'ai un peu plus de mains qui se lèvent, hein. C'est compliqué hein, quand on n'a pas la lecture labiale avec. Et ben, peut-être que ça peut être dû à une perte auditive. Du coup, elle peut être pareille, légère, moyenne, sévère ou profonde. Elle peut toucher les deux oreilles, une seule, et elle peut entraîner des difficultés à suivre une conversation, à entendre des sons forts. Quand on est au restaurant ou au bar, que c'est un peu bruyant, les « hein », qu'est-ce que t'as dit? Répète. Tous ces trucs-là, c'est de la perte auditive. Mais ça nous arrive à tous. Mais à eux aussi, il y a des difficultés dans la navigation web. Ça va être des informations qui sont véhiculées uniquement par le son, uniquement par des musiques. Quand il va y avoir une ambiance, quand on veut mettre une ambiance sonore, s'il y a un déficit auditif, on ne l'aura pas. Toutes les vidéos YouTube, Twitch, tous les streamings que vous regardez, dès qu'il n'y a pas de sous-titres, ça va compliquer. Imaginez quand vous devez switcher dans une autre langue. Moi, ce qui me pose particulièrement problème aujourd'hui, ça va être, je vais regarder ma série Netflix, qu'on se le dise, on essaye en VO de temps en temps, hein. Mais s'il y a un trop fort accent et que je n'ai pas du tout les sous-titres, la plupart des mots, je ne vais pas les comprendre. Mais pas parce que, bon, mon niveau d'anglais, je ne suis pas bilingue, hein, qu'on se le dise, mais ça peut être aussi dû au fait que les sons ne sont pas bien perçus, alors qu'en français, je vais plus facilement reconstruire la parole. Un simple sous-titrage aide énormément. Donc, une des solutions que je vais vous présenter, c'est une solution qui est hyper chouette, c'est une application qui s'appelle Ava. Elle est disponible sur smartphone, mais aussi sur ordinateur. Et ça fait de la traduction en direct. Vous avez une personne qui vous parle, ça vous écrit automatiquement, ça vous retranscrit automatiquement ce qui est dit. Ça marche plutôt bien. Beaucoup de traducteurs en direct sont pas foufous, mais celle-là est plutôt pas mal.
Ensuite, on va parler des troubles neurodéveloppementaux. Alors, on va d'abord les définir, les troubles neurodéveloppementaux. Un trouble neurodéveloppemental, il débute durant la période du développement, donc dès l'enfance, et il regroupe différentes catégories. Nous avons les handicaps intellectuels, les troubles du développement intellectuel, bas QI, mais aussi haut QI. Les troubles de la communication, les troubles du spectre autistique, les troubles spécifiques des apprentissages, de la lecture, là c'est tous les 10 qu'on parle, on connaît un peu mieux, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Ensuite, nous avons tous les troubles moteurs, mais neurodéveloppementaux, donc ça va plus être de la coordination, le fait de pouvoir attacher correctement ses boutons de chemise et tout ça. Il y en a qui vont avoir un peu plus de difficultés sur la motricité fine. Ensuite, on va avoir les déficits de l'attention et de l'hyperactivité. Et ensuite, il va y en avoir d'autres qui vont être un peu plus spécifiés. Par exemple, les fœtus qui ont été exposés à l'alcool ou qui ont été en sevrage, etc. Donc ça va développer des troubles neurodéveloppementaux. Est-ce qu'il y en a qui ont des troubles neurodéveloppementaux après cette jolie définition? Yes, on en a quelques-uns. Bienvenue à tous. Du coup, quels vont être les problèmes dans une navigation? On va avoir des problèmes liés à la lecture. On va avoir des problèmes liés à la concentration. C'est pas très lisible comme police, quand même. C'est pas fou. Si j'ai des dyslexiques dans la salle, ils vont me détester. C'est normal. On va avoir des troubles liés, ils vont être très distractibles. Dès qu'il va y avoir des infos, des gifs ou une vidéo qui démarre toute seule sur un site, pouf, ça va attirer l'attention, ça va déconcentrer complètement. Il va y avoir aussi une fatigue cognitive et du coup une fatigue générale. C'est-à-dire qu'à devoir se concentrer pour pallier à leurs troubles, ça va créer une fatigue supplémentaire en plus de celle de la journée qu'ils ont tout le temps. Ou que vous avez, tout simplement. Mais il va y avoir aussi, du coup, une sensibilité pour certains, comme par exemple dans le cas de l'autisme, au changement soudain. Donc typiquement, votre vidéo qui démarre, c'est un changement très brusque. En cas d'autisme, ça peut créer une frustration et une difficulté ensuite, même émotionnelle, qui va créer des problèmes pour la navigation. Une des solutions que je vous présente ici, celle-là, elle est un peu plus sponsorisée, c'est Redapt. C'est ce que vous voyez ici, c'est un outil, j'ai vu qu'il y avait un joli pointeur. Il marche? Yes. C'est un outil d'aide à la lecture qui permet de configurer son profil de lecture, donc spécialement pour les dyslexiques, mais ça peut aider aussi à l'apprentissage de la lecture. Vous programmez tout ce que vous voulez, donc par exemple l'espacement, vous changez la police parce que celle-là elle est moche. Vous changez la taille du texte, l'espacement entre les lettres, entre les mots, entre les lignes. Vous pouvez mettre une ligne sur deux grisée pour vous y retrouver et que ce soit plus facile à lire et demande moins de concentration. Découpage syllabique, mise en avant des sons et mise en avant des lettres. C'est un peu sponsorisé parce que c'est développé par la Fondation Content Square, société pour laquelle je travaille. C'est surtout que cet outil est entièrement gratuit et open source. Donc si vous voulez aller contribuer, si on a des devs dans la salle, n'hésitez pas, je vous ai mis le petit site web juste ici. Maintenant, on va parler des troubles cognitifs. Donc là, je vous ai parlé, c'était déjà des troubles cognitifs, mais neurodéveloppementaux. Ici, on va parler des troubles cognitifs acquis. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tout va bien, et d'un coup, trouble. D'où le terme acquis. Ces troubles, ils sont significatifs, ils handicapent dans le quotidien, et ils sont évolutifs sur la capacité d'un ou plusieurs domaines cognitifs. Il va y avoir des domaines qui, petit à petit, deviennent de plus en plus déficitaires. Le déclin cognitif est persistant et non expliqué par de la dépression ou des troubles psychotiques. Parce qu'ici, on fait bien la différence de « j'ai des petits problèmes de mémoire parce que je suis déprimé ou en burn-out » avec « j'ai des petits problèmes de mémoire parce que j'ai un début d'Alzheimer ». Qu'on se le dise. Du coup, tous ces changements vont être souvent associés à un changement de comportement et de personnalité. Donc, par exemple, des troubles cognitifs, ça va être des maladies, la maladie de Parkinson, où on va avoir des tremblements incontrôlés. Maladie d'Alzheimer, avec des pertes de mémoire. Mais les pertes de mémoire, elles peuvent se retrouver aussi à la suite, par exemple, d'un AVC, d'un accident, d'un trauma crânien. Ça, on peut les retrouver. Dès que le cerveau est touché, on peut retrouver. Mais ça peut toucher la mémoire à long terme, donc c'est-à-dire des mémoires, des événements lointains. Ça peut être des mémoires à court terme, donc on ne peut plus encoder
des nouvelles informations ou la mémoire de travail. Et en fait, cette mémoire de travail, elle va nous permettre de nous souvenir d'infos qu'on a commencé à connaître, et puis qu'on les retient parce qu'on est en train de faire autre chose, et puis en fait, on y revient, et petit à petit, on les oublie, tout simplement. Est-ce que quelqu'un est capable de se souvenir ce qu'il y avait écrit là-haut? Ah bah bravo, ça suit. Super. Là, on est sur de la mémoire de travail. Vous avez effacé volontairement, ici, hein, je ne dis pas qu'on est dans du déficit, volontairement, une info qui n'était pas plus pertinente que ça pour continuer. Donc vous l'avez mémoire à court terme, ça ne va pas en mémoire à long terme. Vous retiendrez juste qu'il y a des troubles. Voilà, c'est à peu près ce que vous allez retenir. Au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer sur la navigation, on va avoir sur les zones cliquables, sur la navigation souris, qui va être compliquée aussi, par exemple sur du mouvement du tremblement. Tenir une souris, c'est un peu plus compliqué. La très forte distractibilité, il y a une pathologie qui n'est pas très drôle. Moi, je trouve ça très drôle parce que je l'ai étudié, mais où en fait, les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire et de faire tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas. Du coup, personnellement, je trouve ça très drôle, quand on le vit un peu moins. Mais typiquement, ça va être, la personne va pouvoir aller cliquer tout de suite sur un bouton sans même le vouloir. Mais il ne peut pas s'en empêcher, donc il va le faire. Ils vont avoir des très fortes distractibilités, ici encore, des repères spatiaux et temporaux qui peuvent être un peu changés. Ça va être la représentation spatiale des éléments ne va pas être la même. Ça peut être dû à des problèmes de mémoire, mais aussi tout simplement que la page va être trop grande, trop petite, et les infos vont plus se mettre ensemble de manière cohérente. Et du coup, les problèmes de mémoire, de travail, que ça, on retrouve. Hein. Typiquement, là, vous avez oublié, mais si c'est une info importante, genre ce que vous avez commandé chez Burger King, faut quand même vous en souvenir, quoi. C'est mieux. Une des solutions existantes pour ça, ça va être de simplement leur simplifier la lecture et la navigation. Et on peut passer, par exemple, par le mode lecteur de Microsoft. Donc là, vous avez la même page Wikipédia, page normale, et avec leur lecteur qui simplifie en fait complètement la page. Ça enlève tous les distracteurs et ça aide déjà à la concentration, mais vous pouvez aussi modifier après la police, etc., la taille, le zoom. Voilà. Super. Voilà. Et ensuite, on va faire la dernière grande famille. La dernière grande famille, ça va être les troubles moteurs. Les troubles moteurs, c'est une capacité limitée pour un individu à se déplacer, à réaliser des gestes ou de bouger certains membres. L'atteinte de la motricité peut être partielle ou totale, temporaire ou incurable, et différente selon les origines. Est-ce qu'on a des troubles moteurs ici? Yes, quelques-uns. Est-ce que nous avons des femmes qui ont été enceintes dans la salle? Vous avez connu des troubles moteurs un peu limités, limiter vos mouvements et vos gestes? Nous sommes dans de la limitation qui est certes temporelle, mais limitation quand même. Ici, sur les troubles moteurs, on va avoir différents comportements. Là, c'est très, très général. Toujours sur nos zones cliquables qui ne sont pas cliquables, quand on a une motricité fine difficile, la navigation par souris qui peut être difficile. On en revient encore à notre navigation clavier. Si ce n'est pas codé accessible, navigation clavier pas possible de naviguer pour ces personnes. Des solutions existantes, je ne vous en ai pas trouvé une particulièrement, qui était très particulière et qui me touchait, mais tout simplement les outils natifs d'accessibilité. Il faut savoir que sur tous vos appareils aujourd'hui, téléphone, tablette, ordinateur, il y a des outils d'accessibilité qui vous permettent de tout faire, ne serait-ce que de changer votre police, grossir la police de texte, mais ça peut être aussi, du coup, pour votre souris, votre curseur, augmenter les zooms, changer vos contrastes. Moi, là, vous voyez, mon écran, il est en dark mode. Rien que ça, c'est de l'accessibilité. Et du coup, ce dark mode est une très bonne transition pour la suite, car ce que je veux vous dire ici, on a parlé principalement de handicap. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si vous aidez une personne, vous allez aider finalement tout le monde. Une navigation clavier, il y a tout le monde qui en a besoin.
Qui ici navigue par clavier? Les geeks, les devs, coucou, salut tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour d'aller sur un site et en fait de ne pas juste pouvoir naviguer? Du coup, de devoir reprendre votre souris ou votre pad et de ne plus savoir faire parce que vous êtes trop habitué à utiliser votre clavier. Je vois des petits sourires et des petits « oui, de temps en temps ». Du coup, l'idée, c'est de ça. Se dire que l'accessibilité numérique, oui, il en faut, mais on a les personnes en situation de handicap, mais pas seulement. L'accessibilité numérique, c'est un besoin, on parle de besoin d'accessibilité, un besoin de lecture. Vous êtes en fin de journée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas de problème d'accessibilité le reste du temps, mais là, vous en avez besoin. C'est situationnel. Vous naviguez clavier, vous avez besoin d'accessibilité. Et vous, dans tout ça, vous qui êtes là aujourd'hui, présent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, une première idée, un jour, je discutais avec quelqu'un avec qui je faisais passer des tests utilisateurs pour vérifier justement l'accessibilité de certaines fonctions. Et il me dit, non, mais l'accessibilité, c'est bien, mais les sites, ils sont moches. Après, on revient, genre, il y a 15 ans en arrière, avec des interfaces hyper simples, noir et blanc, 3 lignes de texte, une photo et encore, ça devient des trucs moches. Alors non, non, vous pouvez avoir des composants accessibles, mais qui sont aussi design. Vous pouvez avoir des sites qui sont design ou qui ont à côté une possibilité d'accessibilité. Typiquement, le mode lecteur va vous rendre un très joli site, certes un peu moins joli, mais plus accessible. Il va y avoir plein de choses. Et chaque personne a sa part à mettre dans le contrat. En tant que QX, vous allez pouvoir travailler, aider vraiment au design. Contraste, les polices, l'agencement, hyper important, l'agencement des éléments dans votre page. Les contenus, simplifiez vos contenus, adaptez vos contenus. Mais l'accessibilité, c'est aussi comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc si c'est trop pointu, déjà vous faites de l'accessibilité si vous simplifiez des phrases pour que tout le monde puisse le comprendre. C'est là où je vais en venir aujourd'hui, c'est qu'on peut faire un grand impact avec un tout petit truc. En tant que dev, coder accessible et coder accessible, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses, mais malheureusement pour moi, c'est coder accessible qui est le plus fort. Voilà. Et en tant que data, que vous fassiez des data science, des data analystes, la lisibilité de vos données, tous les contenus que vous allez mettre, il faut que ce soit lisible et accessible, compréhensif. Parce que c'est bien beau que ce soit compréhensif par vous, mais il y a le reste du monde qui comprennent un peu moins facilement. Donc tout ça, ça va être important. OK? Du coup, là, j'ai prévu un petit temps d'échange. Je ne sais pas le temps qu'il me reste. Parfait. Il nous reste 20 minutes pour des questions, des échanges, des remarques, des envies. Il y a aussi, j'ai mis le petit QR code. Si vous donnez votre avis, vous pouvez. Est-ce qu'on a des questions, avis? Besoin de partager une expérience? Partagez-moi vos expériences aussi. Hein. Ça, j'aime bien. Ouais? Il y a un joli micro qui arrive jusqu'à toi. Je suis désolée, je vais te faire courir dans tous les sens. Alors, tout à l'heure, on a parlé des règles d'accessibilité. Donc Ouais. oui, il y a des normes. Par contre, les outils, il y a beaucoup d'outils en fait, qui ne respectent pas ces normes ou qui ne les suivent pas. Du coup, je ne sais pas si vous avez un référentiel qui permet de lister les outils, ce qu'ils supportent, ce qu'ils ne supportent pas, qui va permettre à moi en tant que dev, et à nous les devs en général, de savoir en fait quelles normes on doit respecter pour permettre aux personnes d'avoir accès au site, au contenu, tout simplement. Est-ce que tu as eu une formation à l'accessibilité? Non, je me suis auto-formé, du coup, Okay. C'était un peu compliqué de trouver du contenu. Okay. En général, je suis les normes internationales, le WCAG, du coup. C'est ça, exactement. En France, tu as le RG2A aussi, oui, qui peut t'aider. Des outils purs et durs, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Le mieux, c'est de passer par la formation. Il y a aujourd'hui des formations pour former les devs, mais aussi d'autres corps de métier à l'accessibilité.
Nous, par exemple, avec la Fondation, on a créé une première formation, mais qui toi, du coup, va pas énormément te servir, mais pour sensibiliser à l'accessibilité numérique. Donc là, c'est un peu plus poussé que ce que je viens de vous faire. C'est vraiment visé accessibilité, qui est entièrement gratuite. Vous pouvez le trouver sur le site de la Fondation si ça vous intéresse de voir un peu plus à ce sujet. Mais il faut se former. Là, malheureusement. Okay. Et si tu es plein de bonne volonté, c'est super. Lance ça. Hello, j'ai une question sur les publics que vous avez eu l'occasion d'analyser. Est-ce qu'il y a des différences entre des enfants qui sont en cours de développement cognitif et des adultes? Et contextuellement, moi ça m'intéresse parce que j'ai mes enfants qui commencent à utiliser les ordinateurs et je voudrais savoir comment au mieux les accompagner dans les troubles qu'ils pourraient développer et que je pourrais détecter dans ces usages-là. Alors, l'accessibilité, le numérique ne va pas forcément t'aider à voir les déficits. Les déficits neurodéveloppementaux, ils se décèlent, ça peut aller de 4-5 ans pour l'autisme à, par exemple, une dyslexie, ça va plutôt être à 7 ans et demi, parce qu'il faut du retard de lecture, donc ça va être un peu plus tard. Ça, tu ne vas pas pouvoir le voir avec l'accessibilité numérique, mais par contre, un fait très surprenant chez les enfants, c'est qu'en fait, ils vont mettre en place eux-mêmes des stratégies pour s'adapter à leur environnement. Après, quand tu vas avoir des difficultés, quand tu vas le remarquer si tu es à côté, ils vont naviguer, ils vont avoir du mal à lire, mais même ça, tu le verras sur des livres, finalement, c'est des comportements que tu vois tous les jours. Tu vas tout de suite pouvoir te rendre compte de ce qui se passe, et dans ce cas-là, voir avec eux. Un problème de lecture, ça peut être simplement de mettre des feuilles ou une règle pour aider à lire. Les enfants, ils lisent avec les doigts. Ben, en fait, c'est que ça les aide à se concentrer. Sur le web, tu peux mettre les mêmes genres de choses qui peuvent aider. Il y a plein d'outils qui sont disponibles pour ça. Et voilà, à peu près. J'ai répondu à peu près à tes questions. Merci. Où est-ce qu'on en est au niveau de la législation? Parce que moi, je lis un peu tout et son contraire. Sur le fait qu'il faut que, voilà, notamment, je crois, tout ce qui est service public, enfin, sites du service public doivent être accessibles. Les entreprises, avec un certain nombre d'entreprises. Mais voilà, moi, de ce que je crois voir, en fait, ça devrait déjà être en place depuis 2015. Sinon, il doit y avoir des amendes. Mais en vrai, il n'y a rien qui se fait. Enfin, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la législation aujourd'hui? T'as résumé. Effectivement, les sites des services publics ont plus de contraintes que les entreprises privées. Mais c'est ça, en fait, ils doivent être accessibles. Et ils disent, oui, on est en train d'eux. Donc, ils ont des marges de manœuvre. Mais on en est là. Malheureusement, pas plus que ce que tu lis. J'ai pas énormément de solutions pour toi. D'autres choses? D'autres avis? Bonjour. Moi, j'ai une question. On parle d'un site, on dit il est accessible ou il n'est pas accessible, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt différents niveaux d'accessibilité et comment on qualifie ça, justement? Ouais, en fait, c'est un score d'accessibilité. Donc, il y a des critères, une liste de critères, et tu vas répondre à un pourcentage d'accessibilité. Ça, tu le vois par un audit de ton site web. Les audits, ils sont réalisés par des experts accessibilité, par des êtres humains qui vont aller voir chacune des pages de ton web, chacun des composants, ton code, vérifier si c'est accessible ou non. Et à la fin, ils vont te faire des recommandations. Ils vont te lister tout ce qui ne va pas avec des recommandations. Et en fonction, tu vas en avoir qui vont avoir plus d'importance que d'autres. Les critères, ils sont classés selon des niveaux d'importance. Donc ça va t'aider, te guider dedans. Mais dans un premier temps, pour voir si un site est accessible, il faut faire un audit, si ton site est accessible, et après, tu auras un pourcentage. L'idée, c'est d'aller vers du 100%. Il ne me semble pas qu'il y a, à ma connaissance, réellement des sites qui soient à 100% pile poil, mais c'est essayer de s'en rapprocher au maximum. Ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est ce qu'il faut repenser, c'est... Donc tu fais ton audit,
tu fais tes corrections, tu arrives à un super score à 98%. Et puis, tu n'as pas continué à former chez toi en interne à l'accessibilité. Et là, tu as un nouveau dev qui arrive et qui ne code pas accessible. Tu mets sa nouvelle fonctionnalité dans ton site et pouf, ton chiffre, il rechute. Et il est là, l'important, c'est de se dire, une fois qu'on a fait les corrections, soit on démarre un nouveau site, et dans ce cas-là, on le fait dès le début le plus accessible possible, soit on a notre site, on le rend accessible, mais après, toutes les nouvelles choses vont être accessibles. Et c'est vraiment cette notion-là qu'il faut essayer de conserver et de garder comme mouvement. Yes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, à l'image des lieux publics, parfois, c'est pas toujours évident de rendre un lieu public accessible? Est-ce que pour un site, est-ce qu'on peut exiger, entre guillemets, de 100% des sites d'être accessibles? Ou est-ce qu'il y en a où on peut dire, en fait, non, c'est pas possible parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte, peut-être? Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Quel est le mieux? Ou est-ce qu'on se bat aussi? Chacun choisit son combat. Moi, personnellement, je combats pour l'accessibilité numérique, parce que là, c'est mon domaine, quand d'autres vont plutôt se battre pour de l'accessibilité physique. Mais finalement, non, on n'arrivera jamais à 100%. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de sensibiliser, de se dire, commencer à avoir la réflexion de « Ah oui, finalement, peut-être que je peux coder accessible, peut-être que je peux commencer à m'auto-former, comme votre collègue, à l'accessibilité pour être un peu mieux dans mes pratiques. » Petit à petit, il faut qu'on passe d'un « accessibilité numérique, c'est quoi ?» à « Ah ouais, c'est plutôt une bonne idée. » Et si on commençait à réfléchir dessus? Parce que c'est un gros travail. Financièrement, c'est des coûts importants pour les entreprises. Donc, c'est juste commencer à avoir cette démarche derrière qui va nous permettre d'aller vers de l'accessibilité. On tend vers l'accessibilité pour tous. Est-ce qu'on a d'autres questions, remarques? Ouais. Je suis désolée, je te fais courir vraiment partout, mon pauvre. Bonjour. Bonjour. Justement, en matière de coûts, est-ce que vous avez des chiffres, des données là-dessus? Parce que moi, en fait, je travaille dans une entreprise qui fait de l'assurance pour des produits particuliers. Ouais. Et par exemple, on assure des audioprothèses. Donc là, on a rendu le site le plus accessible possible aux personnes malentendantes, évidemment. Mais c'est un coût qui a été de l'ordre de 20 000 €, donc qui est quand même important. Et du coup, on ne l'a pas fait sur d'autres programmes d'assurance du style smartphone, etc. Est-ce que vous avez des idées de... Non, sur les... Absolument pas. Déjà, je pense qu'il va y avoir ton audit à un premier coût, mais c'est surtout qu'en fonction de la société qui va te le faire, tu vas avoir des différences, parce que tout le monde ne va pas te faire la même chose. Il y en a qui vont seulement t'auditer le site, il y en a qui vont t'auditer et te prioriser tes issues, tes difficultés, enfin tes problèmes, pardon. Il y en a d'autres qui vont te l'auditer, te prioriser et te proposer de te les régler. En fait, c'est là où tu vas avoir une grosse différence. Après, il y en a qui ont des services d'accessibilité en interne, donc ils font les audits en interne ou les corrections en interne. Du coup, tout ça, ça change énormément. Effectivement, après, tu priorises, mais tout le monde priorise en fait son accessibilité. Toutes les sociétés à qui on parle aujourd'hui vont être obligées de prioriser leurs coûts, leurs bénéfices sur l'accessibilité. Donc, c'est pas une tare. Mais malheureusement, on n'a pas des prix globaux, c'est pas encadré comme d'autres coûts. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si sur le marché, il y avait un acteur qui se distinguait sur ce thème-là de l'accessibilité, sur lequel on pourrait se baser pour prendre exemple ou partager les bonnes pratiques. Un site web, tu veux dire? Ouais, par exemple. J'ai envie de faire de l'autoproclamation. Aller sur le site de Contensoir, on le rend de plus en plus accessible, et le site de la Fondation, pareil. Mais non, tu ne vas pas avoir un acteur. Et puis finalement, tu ne vas pas réellement le voir si le site il est vraiment accessible, si toi, tu ne vas pas utiliser les différentes choses qui vont nécessiter de l'accessibilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut
faire du cas par cas. Et elle est là toute la difficulté de l'action. C'est que c'est vraiment, il faut que chacun s'empare de son truc. Après, tu as des grandes règles. Hein. Le truc bête de la navigation clavier, si tes composants ils sont pas accessibles, tes couleurs. Alors là, c'est une grande histoire parce qu'il y a aussi les couleurs des entreprises, tout ça. Nous, ça a été entièrement rebrandé. On est bleu foncé maintenant, mais avant, on était jaune, rose, bleu clair. Donc rien que tout ça, ça joue énormément. T'as trop de choses en jeu, mais il faut que chacun y mette petit à petit. Mais tu as travaillé sur les contrastes, la police, si tu peux changer la police, parce que pareil, c'est à l'image de la marque. Toutes ces petites notions que tu peux mettre en place petit à petit, sans être obligé de repasser par un rebranding complètement de ton image. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me permets juste de compléter par rapport à deux petits points. On est une société où on fait de l'accessibilité, des sites éco-conçus, et je me permettais il y avait une partie qui, à mon sens, manque un petit peu, c'est sur la contribution, aussi par rapport au rôle, les UX, les développeurs et les data scientists. Il y a aussi les contributeurs, où il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès de ça. C'est-à-dire que les gens qui contribuent, donc ils vont écrire les contenus, qui vont publier, ils ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Complètement. La transcription vidéo, etc. Il y a tout un tas de ça. Donc, j'aurais juste rajouté ce petit point en plus sur cette slide. Et peut-être plus pour les sociétés, il y a des formations qui existent pour les développeurs, qui sont pris par les CPF, merci. Il y a Opquast, qui est à ce nom notamment, qui va former sur la qualité web et l'accessibilité. Après, il y a Access 42 qui va encore plus loin. Et tout ça, en fait, c'est des formations qui peuvent être remboursées. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par la formation des gens qui travaillent dans ces métiers-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, très bien, complète. Il y a juste deux outils qui peuvent servir aux devs, là c'est plus technique. Il y a un outil qui est fourni par Google qui s'appelle Lighthouse, qui permet de mesurer, d'avoir un taux très facilement d'accessibilité, qui donne des recos. Donc c'est facile de corriger son site web avec ça. Et il y a aussi un outil national qui est ressorti un peu de l'ombre ces dernières semaines, qui s'appelle ARA, qui permet de faire des tests automatisés d'accessibilité sur son site. Bon, ça ne vaut pas un test RG2A, un audit RG2A fait par un humain, mais ça peut aider, en tout cas assez vite, à optimiser, à améliorer son accessibilité de site web. Merci beaucoup. Du coup, comme ça a répondu, je ne sais plus qui m'avait posé la question, ça a répondu comme ça a complété la réponse. Merci beaucoup. Ah, on a une dernière petite question. On a le temps d'en faire une petite dernière. Merci. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été explorées ou carrément refaire l'application, mais vraiment dédiée à un type de handicap ou à plusieurs types de handicap, je ne sais pas. Parce que je me dis, si on atteint par exemple 80% d'accessibilité à un site, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement corrélé à l'accessibilité de la personne. Peut-être que en fait, les 10% restants font que la personne ne pourra de toute manière pas accéder à l'application. Et est-ce qu'il y a des gens donc, qui ont exploré une manière de faire un site complètement, enfin, de garder la version normale, entre guillemets normale, et de faire une version pour tel handicap. Et même si, en plus, je pense que l'accessibilité sur certains handicaps va pouvoir impacter un autre type de handicap, c'est pas les mêmes manières de régler. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont explorées ? Alors, hyper intéressante ta question. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont exploré exactement de faire pour une pathologie, mais effectivement, si tu cibles qu'une seule pathologie, tu vas manquer pour d'autres. Si effectivement, si ton site il est à 80% accessible, les 20%, ça peut léser une partie de ta population quand même. Après, ce qu'il existe, c'est donc tu as ton score d'accessibilité, rendre ton site accessible, et après il y a d'autres outils. Par exemple, typiquement l'outil que je vous ai présenté, Redapt, ça ne rend pas ton site accessible, mais par contre c'est des outils qui peuvent être en plus, qui peuvent apporter un confort supplémentaire. Là on va parler plus de confort après, donc ça va être des conforts liés à la pathologie. Changer de contraste, changer ta luminosité, ça c'est des choses que tu peux avoir toi-même sur ton ordinateur, ton extension. Je vous ai dit, j'ai fait un exemple d'outils, mais il y en a plein. Pouvoir changer légèrement ton contraste, c'est un confort que tu apportes en plus, même si ton site il est accessible. Par exemple, tu vois, en cas de dyslexie, tu as des personnes qui disent que si le contraste est trop fort, donc une police noire sur un fond blanc, ce contraste étant trop fort, ça va faire vibrer le texte
et leur créer des difficultés de lecture. A contrario, tu as des personnes qui ont des troubles visuels qui vont avoir besoin de ce très fort contraste de lecture. Donc, le fait de pouvoir apporter autre chose, des compléments, ça ne rend pas accessible, mais ça t'améliore ton confort. Et du coup, ça te permet d'être un peu plus spécifique à chaque comportement, à chaque besoin. Mais encore une fois, et on en revient à ta remarque tout à l'heure, finalement, on ne peut pas aller à 100% d'accessibilité, et effectivement, pour tous. Ce ne sera pas 100% accessible pour tout le monde. Donc, on rajoute, on fait au mieux, mais essayer d'aller tendre vers ça, c'est ce qui importe. Et ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous.